Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez pour la plupart. Alors, on attend pas mal de personnes qui se sont inscrites. Il y avait une cinquantaine de personnes. Là, pour l'instant, on est une vingtaine. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Allez, on est 23. On va attendre d'être 30 et on commencera notre webinaire. View. Alors, si vous avez des problèmes de connexion, s'il y a le moindre souci, logiquement sur votre écran, vous avez une petite rubrique questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une question. Si vous avez un souci là dans l'attente de l'arrivée de tous les inscrits, alors on va pas utiliser le chat, je pense, on va se borner simplement à l'onglet questions. Euh, donc là, logiquement, les questions, il n'y a que moi qui pourrais les voir et je les relayerai. Donc si vous avez un souci, là, n'hésitez pas. Allez, vous êtes 29. Alors, on est 30, donc mais il n'y a que 28 participants. Allez, on attend jusqu'à 11h05 avant de commencer. Une minute.
Allez, on attaque. Il est 5. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire Renoview. Donc, on va vous parler de la maîtrise du potentiel qualitatif de votre vignoble. Donc, on a 1 heure devant nous. Alors, on va essayer avec Sylvie, que vous voyez sûrement à l'écran. On va essayer de faire une présentation qui va durer, on espère 40 minutes et on se garde un gros quart d'heure de questions pour la fin. Alors comment on va procéder? Donc, comme je disais tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas arrivé. Donc, vous n'avez pas vos micros ouverts. On est, je pense, trop nombreux pour faire une réunion participative audio. Donc, on va plutôt passer par les questions. Donc, évitez le chat, mais passez vraiment par la rubrique questions. Il n'y a que moi qui verrai les questions et je les relayerai en cours de route. On répondra pendant la présentation ou alors à la fin, en fonction du temps qu'on aura disponible. Voilà, donc dites-moi d'ailleurs si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas à utiliser cette rubrique questions. A priori, tout va bien. J'ai pas de retour de votre part, donc on va y aller. Donc je vais commencer peut-être par vous présenter Sylvie, que vous avez à l'écran, qui travaille à Terranis. Bonjour. Donc je vais laisser la parole à Sylvie pour qu'elle présente ses fonctions et Terranis. Merci Jérôme. Bonjour à tous, je suis Sylvie Dutoit. Je travaille donc à Terranis. Je suis responsable produits viticulture notamment. Et Terranis, alors en 2-3 mots, c'est une petite société basée à côté de Toulouse, à Ramonville-Sainte-Agne, qui développe et commercialise des services, des produits de géo-information basés principalement sur de l'imagerie satellite. On travaille dans plusieurs thématiques, la viticulture évidemment, ce dont on va parler aujourd'hui, aussi l'agriculture au sens plutôt grande culture, avec des services notamment d'aide à l'irrigation, et puis aussi plus récemment dans la gestion des territoires, avec des services axés collectivités territoriales particulièrement. Donc on est engagé dans l'aventure Renoview avec l'ICV depuis la création de Terranis en 2014. Voilà. Donc maintenant, c'est à moi de me présenter. Donc moi, je travaille à l'ICV, ça fait déjà quelques années, et je m'occupe à l'ICV, entre autres sujets, donc de Renoview aussi, parce qu'on est 2 entreprises sur ce service de télédétection, donc Terranis et le groupe ICV. Donc moi, côté ICV, c'est moi qui m'occupe de Renoview. Donc l'ICV, je pense que vous connaissez tous pour la plupart, mais bon, pour ceux qui connaissent pas trop, on a une entreprise de service aux producteurs de vin de la région méditerranéenne, mais pas que. Nos métiers, c'est l'analyse, le conseil. Alors on fait du conseil en œnologie, beaucoup en viti de plus en plus, mais aussi dans d'autres domaines, notamment le management de la qualité. On a une gamme de produits œnologiques qu'on vend également, on fait des formations. On a un gros service de R&D dans lequel on investit tous les ans 4% du chiffre d'affaires. Et puis, on a tout un tas d'autres activités, services, satellites à ces grands métiers. Alors, satellites sans jeu de mots, mais il y a quand même Renoview dans ces métiers. Voilà. Donc, je vais vous dire comment va se dérouler l'heure qui nous attend. Donc, alors, on va commencer par la présentation des grands principes du service de télédétection Renoview. Donc, c'est moi qui vais me charger de cette partie-là. Je repasserai la parole à Sylvie, qui rentrera un petit peu plus dans la technique et qui vous parlera de la chaîne de production des cartes et des données. Puis ensuite, c'est l'idée de la matinée de vous faire un focus quand même sur des applications concrètes du service Renoview. Donc, je vous montrerai 2 exemples, un exemple de segmentation de la récolte et un exemple de modulation de la fertilisation. Et puis, on finira par une dernière partie concernant les nouveautés, les évolutions du service. Donc là, c'est Sylvie qui reprendra la parole et qui vous parlera de ce qu'on prévoit pour cette année comme nouveauté. Et là,
ce sera en avant-première, hein, vous êtes les premiers à qui on va diffuser l'information. On en a déjà un petit peu parlé à nos clients fidèles, mais là maintenant, voilà, on ouvre à tout public. Donc, EnoView, qu'est-ce que c'est? C'est ancien, EnoView. C'est sorti en 2009. Hein, la première version d'EnoView commercialisée, c'était en 2009. Donc, on a depuis accumulé beaucoup d'expérience. Bien sûr, le service a évolué entre-temps. Donc, on analyse environ 10 000 hectares tous les ans, plus ou moins. Donc, ça dépend sur toute la France et aussi à l'étranger, au Chili notamment. Voilà, donc en quelques chiffres, ce qu'est le service EnoView. Mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est un service d'aide à la décision, hein, qui permet de caractériser la vigueur de la vigne et sa répartition spatiale, c'est-à-dire l'hétérogénéité des parcelles. Alors, je reviens rapidement sur le principe de la télédétection. Pour que ce service fonctionne, il faut un soleil qui éclaire la surface de la Terre. À la surface de la Terre, on a des parcelles de vignes qui vont réfléchir la lumière vers le satellite. Donc, c'est ce signal réfléchi qu'on appelle la réflectance qui est analysé au niveau du capteur embarqué dans le satellite. Donc, on obtient un signal lumineux. Alors, on a différents types de signaux lumineux. Hein. Il y a des signaux lumineux qui vont être caractéristiques du végétal sur la parcelle, d'autres du sol. L'analyse des longueurs d'onde se fait dans le visible et dans le proche infrarouge. Et on arrive à en déduire tout un tas de paramètres biophysiques. Et on peut notamment quantifier le volume, la quantité de feuilles photosynthétiquement actives sur la parcelle de vigne. Alors, pour caricaturer un petit peu, c'est les notions dont on va parler ce matin. Alors ça, c'est pas la vision qu'on a. Si vous étiez embarqué dans le satellite, vous verriez pas vraiment ça, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien cette notion de vigueur, parce que ce qu'on analyse en fait, c'est vraiment la vigueur. Donc, vous voyez, des rangs de vignes avec des endroits avec un peu moins de végétation qu'à d'autres endroits où on a un feuillage plus fourni. Voilà ce qu'on appelle vigueur de la vigne. Donc, ça retraduit très bien la quantité de feuilles photosynthétiquement actives, ou autrement dit, la surface foliaire exposée. Alors, pourquoi, oui, vigueur, hétérogénéité, très bien, on a des infos là-dessus grâce à ce service-là, mais alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, quelques notions générales sur les parcelles qui peuvent être plus ou moins vigoureuses ou plus ou moins hétérogènes. Alors, si on est, par exemple, sur un secteur faible, la première ligne de la diapo, là, on peut avoir un décalage entre le coût de production et la qualité du raisin. Sur un secteur faible, par exemple, on peut avoir un raisin qui va être déséquilibré pour X raisons, hein, du stress, des carences, etc. Donc, si on a mis en place des coûts de production pour obtenir un raisin hautement qualitatif, là, on va avoir un décalage. De même, sur des secteurs faibles, on peut avoir on a souvent même des rendements qui vont être faibles. Donc là aussi, on peut retrouver un décalage entre le coût de production engagé et la récolte. À l'inverse, dans les secteurs de forte vigueur, on risque d'avoir des maturités plus tardives, des entassements de feuillage aussi plus importants et donc des risques de problèmes sanitaires. Donc ça peut être intéressant de pouvoir repérer des secteurs à forte ou à faible vigueur au sein des parcelles. Si on regarde la partie homogénéité, hétérogénéité, en fonction de l'hétérogénéité d'une parcelle, si on est très hétérogène au sein de la parcelle, on va avoir des besoins en intrants qui vont être variables. Donc, ça veut dire que en termes de produits phytosanitaires ou d'engrais, on va pas forcément, on va pas amener dans tous les secteurs de la vigne la quantité optimale. Donc, on va sûrement avoir des dépenses inadaptées ou alors des doses même qui vont être insuffisantes par rapport à la vigueur de certaines zones au sein de la parcelle. Cette notion d'hétérogénéité, elle est aussi très importante sur le plan qualitatif, parce qu'on sait maintenant, avec tout le recul qu'on a et l'expérience qu'on a de la qualification de cette hétérogénéité grâce à EnoView notamment, qu'il peut y avoir un impact très important sur la qualité du vin obtenu au final. Sachant que ça s'ajoute aussi à des difficultés qu'on peut avoir sur des parcelles hétérogènes à estimer précisément
le rendement, par exemple, ou à avoir une bonne idée de la maturité globale de la parcelle. Donc, nous, ce qui nous intéresse avec EnoView depuis qu'on a sorti ce service-là, ça a été de faire le lien entre les paramètres biophysiques qu'on peut obtenir, c'est-à-dire vigueur, hétérogénéité, de faire le lien avec ce qui se passe dans votre verre. Hein, donc de faire le lien entre la vigne, les paramètres EnoView et la qualité au final du vin. Alors, voici comment se présente une image EnoView à gauche de la diapo. Donc là, c'est un merlot relativement hétérogène, mais ce qui permet de bien illustrer le code couleur de EnoView. Donc, vous voyez, il y a une échelle de couleur au milieu. Plus on est vert, plus on tend vers le vert, pardon, plus on est sur des secteurs vigoureux. Les secteurs faibles, c'est en bas de l'échelle. Hein. Quand on est sur du gris, on est quasiment sur du sol nu. Donc, il faut savoir que c'est cette valeur de vigueur mesurée, c'est mesuré par mètre carré de sol. La résolution, c'est à peu près 1 mètre carré. Et nous, on ne parle pas de NDVI, on parle de F-cover, qui est un paramètre biophysique original, mais ça, Sylvie vous en parlera tout à l'heure. Donc, comment on peut relier ces différents niveaux de vigueur à ce qu'on peut observer sur un plan agronomique ou sur le plan de la qualité du vin? Alors, c'est des exemples là que vous avez sous les yeux. Donc, c'est toujours la même parcelle où à l'époque, c'était en 2007, je pense, là, cette analyse-là. Donc, c'était juste avant la mise en route du service. On s'était attaché à qualifier un petit peu le comportement des souches de vigne et des raisins obtenus en fonction des différents secteurs. Donc là, si on est sur le secteur vert, donc le plus vigoureux, qu'est-ce qu'on observe? Généralement, on observe sur un secteur vigoureux des grappes qui vont avoir des baies de grande taille, donc plus grosses que sur des secteurs à vigueur plus faible. Donc on aura des grosses baies, donc des grosses grappes. L'impact sur le nombre de grappes est pas si net en fait. La corrélation est pas très fine. Ce qui va piloter le nombre de grappes, ça va être d'autres facteurs et notamment la taille. Mais par contre, ce qu'on va repérer comme corrélation forte, c'est vraiment une vigueur avec des poids, des baies et des grappes importants, avec la présence aussi de grappillons. Quand on déguste les baies, on a des arômes qui vont être plutôt végétaux que dans des secteurs de plus faible vigueur, une pellicule plus dure, bien sûr, des sensations tanniques, herbacées. Et quand on est au stade 20, alors il y avait peut-être plein de défauts sur la partie baie, mais au stade 20, ça peut être intéressant de sélectionner ces secteurs-là quand on a un objectif de production de vin frais et aromatique, donc typiquement en blanc et en rosé. Hein. Si on recherche des tilleuls, par exemple, c'est plutôt dans ces secteurs-là qu'il faudra aller chercher les raisins. Il peut y avoir un intérêt aussi pour des rouges légers. Alors, si on regarde ce qui se passe dans les secteurs de vigueur plus modérés, donc là, on a des baies plus petites, donc des grappes un peu plus lâches, un peu plus petites elles aussi, qui pèsent moins. On a beaucoup moins de grappillons, voire pas du tout. Des arômes qui vont être beaucoup plus fruités au niveau des baies. On va descendre d'un cran en astringence et en caractère herbacé. Donc là, on est tout à fait adapté avec ce type de raisin pour obtenir des vins structurés avec un bon volume, une belle densité. Donc si on est en rouge, plutôt sur un profil haut de gamme. Et puis sur les secteurs de plus basse vigueur, de plus faible vigueur, là ce qu'on va obtenir souvent, ça va être des raisins déséquilibrés, donc qui vont être peu intéressants quel que soit le style de produit à élaborer. Donc c'est des raisins sur lesquels on sait qu'il va falloir corriger tout ça en cave, appliquer des mesures de correction de l'équilibre obtenu parce qu'on risque d'obtenir un profil décevant. Alors, donc un autre exemple là qui concerne une parcelle de blanc de chardonnay, donc c'était à peu près à la même période aussi, 2007. Donc on avait fait des vinifications à la cave expérimentale ICV séparées en fonction des secteurs. Et donc vous voyez les diagrammes qu'on obtenait, les profils de vin obtenus. Alors sur le secteur très vigoureux, on avait des vins qui étaient plutôt marqués
par un profil agrume, exotique, plutôt frais, mais pas non plus avec un niveau d'acidité démesuré, et un volume moyen. Sur le secteur à vigueur moyenne, donc là, on était plutôt sur des fruits mûrs, toujours avec quelques notes d'agrumes, mais plutôt des fruits mûrs, et on gagnait significativement en volume. Sur les secteurs faibles, donc à raisin déséquilibré, donc là, on avait un volume intéressant, mais par contre, on était sur un profil marqué par l'acidité et les sensations tanniques type sécheresse et amertume. N'hésitez pas à poser des questions, hein. C'est en cours de route, il n'y a pas de problème, je les vois et je pourrais vous répondre. Alors voici le type de carte que je vous ai déjà montré tout à l'heure, donc qu'on appelle carte de végétation in a view, donc avec l'information de la vigueur au pixel, donc mètre carré par mètre carré, avec le code couleur associé. Je voulais vous montrer aussi ce qu'on produit en routine, hein, pour chaque dossier in a view produit. Vous avez aussi à disposition ce type de carte qu'on appelle les cartes zonées, donc qui vont reprendre des grandes zones de vigueur comparables au sein d'une parcelle. Donc c'est une méthode de zonage originale, hein, qui permet de construire des zones de vigueur homogènes adaptées aux contraintes terrain. Tout ça, c'est basé sur le calcul d'un indice d'hétérogénéité original aussi, mais ça, Sylvie reviendra sur ce point tout à l'heure. Sur le service, comment il se déploie sur une campagne. Donc voilà, pour information, mais pour que vous ayez bien en tête un petit peu le timing. Donc voici ce que ça peut donner. Donc là, nous, en ce moment, là, au printemps, on est dans une phase de contourage des parcelles, de géoréférencement des parcelles. Donc c'est le préalable au service OnoView. Donc c'est un boulot qui peut être assez important, hein. On peut y passer du temps parce qu'il faut faire le contour géoréférencé de chaque parcelle qui va être analysée par OnoView. Donc ça, c'est une action qui va prendre fin juin pour des gens qui voudraient utiliser les cartes OnoView pour la récolte. L'acquisition satellitaire a lieu à partir de mi-juillet, donc on va dire fin juillet. Environ 6 semaines avant récolte. Alors pourquoi 6 semaines avant récolte? C'est parce qu'il nous faut à peu près 2 semaines pour produire les cartes et les données, et ce qui vous permet d'avoir environ 4 semaines avant les vendanges toutes les cartes et données pour organiser la récolte. Alors si vous avez un objectif plutôt pilotage de la fertilisation, là vous avez un petit peu plus de temps pour réaliser les contours. La période d'acquisition satellite est un peu plus large aussi, puisqu'on vous remet les livrables, donc cartes et données, en cours de vendange à partir de la fin du mois de septembre. Pour revenir sur les livrables qu'on vous propose dans le cadre du service OnoView, je vais aller vite, hein. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je reviendrai dessus. Vous avez tout type de format, donc du format de carte pour les nuls jusqu'à un niveau expert, et aussi cette appli qui s'appelle TerraView que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou sur une tablette. C'est une appli qui est fournie gratuitement, pardon, quand vous êtes utilisateur du service OnoView. Et si vous souhaitez tester cette appli, n'hésitez pas. Logiquement, vont s'afficher, si tout va bien, sur le bas de l'écran. Voilà, un identifiant et un mot de passe pour que vous ayez accès à la version démo. Voici pour ces généralités. Je vais passer la parole à Sylvie. Et donc, alors Sylvie, je te mets comme présentatrice. Oui. Voilà, ça doit être bon, non? Ah non, peut-être que je sorte moi. Désigner. Alors attends, excusez-nous, il y a une petite subtilité. Ok, c'est bon. Oui, ça a l'air Ça bon. devrait,
Voilà. C'est bon, Jérôme, tu vois ma présentation? Ouais. Ok. Donc, merci beaucoup. Donc, j'enchaîne un petit peu pour entrer un peu dans les détails sur la chaîne de production et quelques aspects techniques qu'on va survoler. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, la chaîne de production InnoView, elle est le fruit de 20 ans d'expertise et d'innovation parce qu'elle n'a pas été développée en 2014, elle existait déjà avant. Elle était opérée par ICV et Airbus Defence Space auparavant. Donc, on a eu le temps de l'optimiser. Les principales étapes, il y en a 6. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. Donc, Jérôme l'a un petit peu évoqué, il y a une phase de contourage des parcelles et de prise d'informations agronomiques, type cépage, interrang, enherbement, etc. Et de validation des contours et des informations qui se passent à l'ICV et chez nous. Principalement, c'est une phase très importante de début de la chaîne de production parce que de la qualité des contours dépend vraiment la qualité des produits et des indicateurs que l'on fournit. Ensuite, on a bien évidemment l'acquisition d'images, que c'est une image spot qu'on demande à Airbus, notre fournisseur d'images, à la bonne date, qui est un petit peu avant la véraison, autour de la véraison. Et puis, on a une phase ici à Terranis de correction et traitement avec un logiciel qui s'appelle Overland, qui a été développé par Airbus et qui est toujours maintenu par Airbus. Donc, on travaille en fort partenariat avec eux pour ce service. Donc, c'est ici qu'on fait les calculs de ce fameux F-cover qui représente la vigueur de la vigne. Ensuite, il y a bien sûr une phase, je ne vois pas mon écran, désolée, il y a quelque chose qui me cache. Voilà, une phase d'analyse de données, tout est fait là aussi automatiquement. Et puis pour terminer, une phase de livraison et de conseil, principalement effectuée par l'ICV sur le terrain, avec un rapport en général vraiment spécifique pour chaque client. L'image satellite, juste pour en dire 2 mots. Donc, c'est une image en général des satellites Spot 6 ou 7. C'est un satellite optique d'observation de la Terre construit par Airbus Defence and Space qui a été lancé en 2012, qui est capable de nous fournir des images à 1,50 m de résolution spatiale. Et pour ceux qui connaissent un peu, on a 5 bandes spectrales acquises simultanément avec ce capteur, une image en panchromatique et puis dans les bandes du bleu, du vert, du rouge et du proche infrarouge. Donc, je passe rapidement. Là encore, n'hésitez pas si vous avez des questions. 2 mots aussi sur ce fameux paramètre biophysique, le F-cover, qui est plus pertinent pour évaluer la vigueur de la vigne que le traditionnel NDVI. Alors, quelle est la différence? Donc, le NDVI, pour ceux qui en ont entendu parler ou qui l'ont utilisé, c'est un indice de végétation normalisé. On se sert de 2 bandes spectrales du satellite, le rouge et le proche infrarouge. On en fait un rapport normalisé. Le F-cover, c'est différent. On utilise un modèle qui s'appelle Overland, un modèle de transfert radiatif qui a été développé par Airbus. Et le F-cover, ça représente exactement la fraction de végétation verte qui va recouvrir le sol si on se positionne vraiment au-dessus de la canopée. Donc, il est issu d'une modélisation, donc c'est pas comme un indice, et il intègre conditions d'observation et d'illumination, c'est-à-dire qu'il s'affranchit de tous ces biais qui sont liés au capteur, aux conditions d'observation et d'illumination qui peuvent changer. Et il permet aussi, grâce à ce modèle, de prendre en compte certaines caractéristiques physiques des feuilles de vigne, par exemple, et du couvert dans sa globalité. Un couvert de vigne ne se comporte pas comme un couvert de maïs, de part notamment de sa structure en rang,
Donc, c'est un modèle qui permet de prendre en compte certaines caractéristiques comme les effets d'ombre, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut affirmer que le F-Cover est plus robuste et plus stable que le NDVI. Là, il y en a un exemple rapide. C'était au début du service SonoView. Il y avait des tests qui avaient été faits. Donc ça, c'est un exemple d'image acquise au cours d'une même journée sur une même parcelle. Le matin, autour de midi et l'après-midi, où on voit qu'en haut, le NDVI n'est pas stable parce que les conditions d'illumination changent au cours de la journée, notamment. Et du coup, on voit que la structuration spatiale n'est pas la même et le niveau de vigueur estimé par le NDVI varie aussi. En dessous, vous voyez que le F-Cover, lui, est plus stable puisqu'il prend en compte, il corrige ce biais lié aux conditions d'illumination notamment, et qu'on retrouve une structuration spatiale relativement stable au cours de la journée et des niveaux aussi de vigueur plus stables. Sur l'analyse de la répartition spatiale de la vigueur dont vous a parlé Jérôme, donc on a mis au point un indice d'hétérogénéité qui est calculé à partir des cartes de vigueur, qui prend en compte à la fois l'amplitude de variation de la vigueur au sein d'une parcelle, mais aussi la structuration spatiale de cette vigueur. Vous voyez ici 3 exemples sur 3 parcelles avec des niveaux d'hétérogénéité différents. Sur la première, notre indice nous a donné une hétérogénéité de 3,9. Et on peut dire, avec notre expérience et nos observations de terrain, que c'est une parcelle plutôt homogène. La deuxième parcelle, avec un indice d'hétérogénéité plus élevé, pourrait être considérée comme une parcelle plutôt hétérogène. Et la dernière, avec un indice d'hétérogénéité beaucoup plus fort, comme une parcelle très hétérogène. Et à partir de là, vous voyez ici ces cartes zonées qui sont produites. Alors le nombre de zones peut être changé à la demande, le nombre de zones maximales. Et on fournit une taille de zone adaptée aussi aux contraintes de terrain. Une taille et une forme de zone qui est adaptée aux contraintes de terrain. Donc pour conclure un petit peu sur les points forts de notre service, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, grâce au satellite, une acquisition instantanée d'un territoire à une période ciblée, avec un niveau de détail de l'image qu'on a montré et qui était adapté. Voilà. On peut traiter donc plusieurs centaines d'hectares simultanément. On utilise un modèle mathématique, le modèle Overland dont je vous ai parlé un petit peu, qui est adapté à la vigne, qui a été validé et reconnu. On peut mettre en avant le respect des délais. Jérôme en a un petit peu parlé. On livre avant vendange pour les livrables considérés. Et on peut fournir une analyse et une interprétation vraiment personnalisée en fonction des besoins et des problématiques de chaque client. Et puis, Jérôme l'a aussi cité, grâce à cette application, la TerraView, on peut facilement effectuer une validation de terrain en mode déconnecté. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet pour aller avec cette appli. On peut remonter des informations et des observations. Voilà, je laisse la place à Jérôme pour la suite. Merci. Alors, je reprends la main. Alors, par contre, désolé, ça va défiler vite. Voilà. Je vais vous parler des applications après ces principes soit généraux, soit plus techniques. Quel est l'intérêt de pouvoir apprécier la vigueur et l'hétérogénéité, comme on peut s'en servir? Déjà, il faut savoir que l'hétérogénéité, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de quantifier réellement. C'est très difficile sur le terrain de pouvoir avoir une valeur chiffrée de l'hétérogénéité. On sait qu'une parcelle va être hétérogène, mais de là à vraiment mettre en face une valeur, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on peut, avec cette technologie-là, et on se rend compte que finalement, quand on apprécie ces 2 paramètres, vigueur et hétérogénéité, on a deux paramètres très puissants pour déterminer le potentiel qualitatif d'une vigne.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux paramètres et avec les cartes NoView? Donc, par exemple, si on est sur la partie vignoble, on va pouvoir en intraparcellaire optimiser les apports d'intrants, donc apporter vraiment ce qu'il faut en fonction des besoins réels de la vigne. Ça peut permettre aussi d'être plus précis sur l'échantillonnage quand on fait le suivi des maturités, par exemple, quand on veut prélever du végétal sur les parcelles, sur les vignes ou faire des analyses de sol, ça permet de cibler l'échantillonnage. Au niveau interparcellaire, nous, on s'en sert beaucoup comme appui aux sélections parcellaires, donc sur des grandes superficies avec un grand nombre de parcelles. Ça peut accélérer et donner des clés de compréhension du vignoble et donc accélérer le processus de sélection des parcelles. Sur la partie cave, donc en lien avec la cave, ça on le verra tout à l'heure, mais bon, on peut aussi se dire qu'on peut redécouper par exemple le plan de récolte en intraparcellaire, mettre de côté un bout de parcelle qui va être beaucoup plus faible ou inversement beaucoup plus vigoureux par rapport au reste. Donc redéfinir un petit peu le plan de récolte, ça peut être une utilité. C'est une application qu'on va trouver parfois chez certains utilisateurs en domaine, par exemple. Et puis sur des gros domaines ou des caves coopératives, là, ce qu'on va avoir comme autre type d'utilisation un peu dans le même esprit, mais plutôt sur l'interparcellaire, ça va être l'allotement. Donc ce que j'ai appelé tout à l'heure la segmentation, c'est-à-dire qu'on va rapprocher, mettre ensemble des parcelles qui se ressemblent en termes de vigueur et d'hétérogénéité, dans l'idée d'élaborer un vin un style de vin défini, dont l'objectif organoleptique a été défini en amont. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'allotement. Je vais vous détailler ça après. J'ai un exemple de segmentation que je vais détailler après. Et puis globalement aussi, de connaître un petit peu mieux ces parcelles et donc la typologie de ces raisins en amont de la récolte. Ça peut permettre d'anticiper sur les actions à faire en cave, sur les corrections éventuelles. Alors, je voulais vous parler d'un exemple de segmentation donc qui est en place depuis 2019. Donc là, je vais vous présenter les résultats qui ont été obtenus en 2019 donc pour cette cave qui est située à l'ouest de l'Aude. Donc c'est la cave Vendéole qui réunit les caves d'Arzins et de Routier. Donc c'est une utilisation qui a débuté en 2019, qui a été reconduite en 2020 et qui aura lieu aussi sûrement cette année. Donc là, l'idée, c'était de sélectionner des parcelles à fort potentiel thiol au sein des 200 hectares du parcellaire de Sauvignon dont dispose la cave. Donc le cahier des charges de la cave, c'était au départ de créer un lot qui représente environ 40% de la superficie globale des Sauvignons. Alors pourquoi 40%? C'est parce que derrière, au niveau des ateliers de vinification et de la capacité de ces ateliers, eh bien, il y a une limite, hein, c'est-à-dire que le lot à haut potentiel thiol est vinifié en stabulation sur bourbe. C'est une technique qui représente beaucoup d'occupation de cuverie. Et donc, on arrive à la saturation de l'atelier quand on a rentré à peu près la moitié des volumes de Sauvignon. Donc voilà, le cahier des charges de départ, c'était ça. Et pourquoi cette demande? C'est parce qu'au fil des millésimes et surtout au fil de la succession des millésimes plutôt chauds et secs, la cave s'était rendu compte que le potentiel aromatique des Sauvignons se dégradait d'année en année. Donc l'idée, c'était de sortir vraiment le lot le plus thiolé possible pour ensuite, par un travail d'assemblage, valoriser l'ensemble des volumes. Donc, comment ça s'est déroulé? Donc, le contourage a eu lieu au printemps 2019, c'est terminé en juin. L'image a été prise fin juillet. L'image a été traitée dans la foulée et puis on a pu retourner les données, donc les cartes et la proposition d'allotement à la cave le 7 août. Donc, vous voyez là sur l'illustration, donc des parcelles qu'on a retenues pour le lot thiol, et puis d'autres parcelles qui n'ont pas été retenues et qui ont fini donc dans le lot qu'on a appelé standard.
Donc uniquement sur les paramètres de vigueur et d'hétérogénéité, je rappelle. Alors, à l'arrivée des raisins à la cave, ont été prélevés les jus à la sortie du pressoir. Donc les jus du lot 1 et les jus du lot 2. Donc le lot 1, c'est le lot... Alors attendez, j'ai un souci là, voilà. Le lot... Ah, j'ai un souci d'animation, bah, c'est pas grave. Donc le lot 1, c'est le lot, thiol, donc à fort potentiel thiol. Et le lot 2, c'est le lot standard. Donc par contre, je ne vois pas le lot. Bon, c'est pas grave, peu importe. Donc on a fait des analyses sur les jus de précurseurs de thiol. Donc là, vous avez les résultats qui concernent le 3MH et, les précurseurs cystéinylés ou glutathionylés. Donc vous voyez que dans le lot thiol, ben, oui, on a heureusement plus de précurseurs thiolés de 3MH que dans le lot standard. Alors, c'était juste pour vous dire aussi qu'à la suite de la réception de ces jus, bien sûr, ont été adaptés, donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ont été mis en face des différents lots des process de vinification dédiés. Donc pour le lot thiol, stabulation sur bourbe et process thiol. Et le lot standard, c'était plutôt dans l'objectif d'obtenir des profils un peu plus fermentaires ou variétaux. Donc c'était flottation et vinification classique. Bon, je vous laisse lire l'appréciation du responsable technique de la cave, de l'œnologue, qui, vous verriez aussi un intérêt à cette technique pour la gestion de ces apports, au-delà de la différence notable d'expression thiolée des deux lots. Alors, je voulais vous parler aussi d'un autre exemple. Ah, je vois que j'ai une question. J'y répondrai après, à la fin des cas concrets. Alors, un autre exemple de cas concret d'utilisation du service OnoView, donc c'est un exemple de fertilisation différenciée, de modulation de dose automatique au sein de la parcelle. Donc c'est une demande qu'on a eue de la part des domaines en propriété Grand Chay de la zone Aquitaine, donc environ 300 hectares, un petit peu moins, 250 hectares. Donc c'est une demande qui date de 2016. Donc leur observation, eux, à l'époque, c'est qu'ils trouvaient que les rendements en merlot s'érodaient au fil des années, qu'ils avaient des parcelles qui montraient des signes de plus importants d'hétérogénéité, et ils faisaient le lien avec la succession des millésimes chauds. Donc ils étaient aussi ils avaient aussi apprécié que globalement la qualité des vins n'était pas forcément tout le temps au rendez-vous, sûrement sous l'effet du développement de l'hétérogénéité. Donc ils ont eu en tête dès le départ d'essayer de récupérer les hétérogénéités des parcelles, donc d'homogénéiser les parcelles par le biais de la fertilisation. Et pour piloter cette fertilisation, à l'intérieur de ces parcelles, a été choisi d'utiliser les cartes OnoView. Donc, vous voyez un exemple sur cette diapo. Donc, l'idée, c'est que sur les secteurs vigoureux, on va amener un peu moins d'engrais que sur les secteurs faibles, où là, on va en apporter significativement plus. Alors, je vous parle de cet exemple-là parce que c'est un exemple assez complet. Et du coup, ils ont changé leur parc d'épandeurs. Ils sont équipés en épandeurs adaptés qui pouvaient être pilotés par une console de guidage Trimble. Donc voilà, ils sont allés vraiment au bout de la démarche et la démarche a été mise en place dès les fertilisations de sortie d'hiver 2016-2017. Donc ça veut dire 3 campagnes de fertilisation jusqu'à 2020 et en 2020, on a réévalué l'ensemble des parcelles pour voir si la fertilisation différenciée avait eu un impact sur l'homogénéité des parcelles. Alors là, je vous montre un exemple pour que vous voyez à quoi ça correspond en termes d'évolution. Donc là, effectivement, entre 2016 et 2020, à l'œil, on a eu une homogénéisation de ces parcelles. Mais si on regarde les résultats chiffrés, alors,
bon, c'est un peu riche comme graphe, mais vous pouvez regarder simplement l'histogramme de droite qui reprend toutes les données de tous les domaines, donc des 250 hectares analysés en 2016 puis en 2020. Alors, en vert, c'est les parcelles qui ont gagné en homogénéité. Donc, en vert foncé, on est à celles qui ont gagné très, très significativement en homogénéité. Donc, en fait, on a une baisse de la valeur d'hétérogénéité. Hein. Donc, on est quasiment à 40% des parcelles sur les 250 hectares qui ont progressé, mais alors très significativement en homogénéité. Si on inclut celles qui ont progressé un petit peu en homogénéité, donc plus les autres, on arrive quasiment à 80%. Donc ça veut dire que quand même, sur 80% du vignoble, après 3 campagnes de fertilisation différenciée, on voit une nette progression de l'homogénéité. Alors il y a une partie des parcelles, environ 15%, qui restent stables en termes d'hétérogénéité ou d'homogénéité, et puis une petite proportion, moins de 10%, qui évolue en sens inverse. Bon, voilà. Donc dans ces parcelles-là, il y a aussi une partie des parcelles qui ont été arrachées, replantées. Donc où là, la comparaison est pas difficile, mais elle est pas possible. Mais à l'époque où on a fait l'étude statistique, on n'avait pas tenu compte de ce paramètre. Alors, je reprends les questions. Donc, avant de repasser la main à Sylvie sur les nouveautés, alors la question de Vincent. Bonjour, la mesure peut-elle être biaisée par un couvert végétal? Oui, tout à fait. Si on a présence d'herbe dans l'interrang, on risque d'avoir une petite augmentation de la valeur de F-cover mesurée, donc de la valeur de vigueur mesurée au niveau de l'ensemble de la parcelle. Alors nous, en région méditerranéenne, on a estimé qu'au maximum, sur des vignes enherbées à 100%, on augmentait de 5% la valeur de F-cover. Sachant que, je rappelle que l'acquisition a lieu en plein cœur de l'été et que si on veut que l'herbe provoque un biais sur la valeur de vigueur mesurée, il faut qu'on soit en présence d'herbe active. Donc à fin juillet, c'est rarement le cas dans nos régions. Donc finalement, on n'est pas trop embêté par la présence d'herbe. Si je peux rajouter quelque chose, Jérôme? Oui. Il y a aussi, le biais n'est pas si important que ça. C'est aussi lié au mode d'acquisition du capteur spot, puisque l'acquisition d'image est prise en fait pas complètement par-dessus, mais de biais, ce qui fait qu'on ne voit pas l'interrang dans son ensemble. Et on voit plus de végétation de vigne que d'herbe ou de sol nu en fonction des cas. Donc voilà, c'est aussi une caractéristique du capteur, ce qui fait que le biais n'est pas si important que ça. Peut-être ce que tu peux dire, c'est que c'est une donnée qu'on prend en compte dans l'interprétation des résultats, c'est-à-dire on est capable on essaie de comparer des parcelles qui sont comparables entre elles. Et le biais est potentiellement le même sur l'ensemble des parcelles qu'on traite. Ouais, ce qu'on vous a pas dit, parce qu'on peut pas tout vous dire là en 1 heure, mais c'est qu'en amont des contours qu'on vous demande pour que NoView puisse aller chercher l'information au sein de ces contours, on vous demande tout un tas de renseignements agronomiques, dont la présence d'herbe. Donc c'est une information qu'on garde et dans l'interprétation derrière, on peut donc s'en servir, quoi. Donc j'ai une autre question qui concernait le cas concret, segmentation, j'imagine. Donc c'est une question d'Hélène qui nous demande pas de différence à la vigne entre les lots avec des apports d'azote et soufre foliaire par exemple. Alors donc là dans ce cas précis, les apports d'azote foliaire sont pas pilotés par la cave. Donc il y a eu des apports foliaires qui ont été faits quelles que soient les parcelles, qu'elles soient dans le lot 1 Thiol ou le lot 2. Donc ça, on n'a donc pas pu étudier l'impact de ces apports d'engrais foliaires. Par contre, moi, de l'expérience que je peux avoir là-dessus, dans une autre cave de l'Aude, où là, on avait fait attention à ça. Donc, en fait, on avait fait un lot Thiol sur Sauvignon
un lot standard. Et au sein de ces 2 lots, on avait séparé les parcelles qui avaient été fertilisées avec des engrais foliaires. Et donc, on avait remarqué là qu'il y avait un bénéfice à amener de l'engrais foliaire soufre azote plutôt sur le lot standard. C'est-à-dire que le gain aromatique semblait plus intéressant sur le lot standard que sur le lot qui avait déjà un haut potentiel thiol. Bon, c'était une année sur un secteur, sur le cépage Sauvignon. Il ne faut pas en tirer des conclusions. Hein, voilà, c'est vraiment que empirique, mais c'est ce qu'on avait constaté en cave à l'époque. Sylvie, peut-être avant de passer aux nouveautés, parce que il y a encore une question sur l'angle de prise de vue de Thomas, un certain Thomas C. Oui, alors pour Spot, c'est variable. Donc en fait, quand on programme une acquisition, on peut demander un angle. Ça va de peut-être autour de 10 jusqu'à 30, quelque chose comme ça, 30 degrés. Et du coup, on peut demander un angle maximum. Voilà. Et nous, on est plutôt pour les acquisitions en no-view autour de 20 degrés dans ces eaux-là. On essaye. 20-25. Et Thomas C nous dit OK, merci. Avec plaisir. Et Boris aussi pose la question de savoir à partir de quelle surface de parcelle est-il intéressant de constater qu'origine hétérogénéité. Alors, moi, je pense que quelle que soit la parcelle, c'est toujours mieux d'avoir une parcelle plutôt homogène. Après, Sylvie, peut-être je te laisse répondre sur la superficie limite, en dessous de laquelle c'est vrai que c'est peut-être un petit peu hasardeux d'avoir une interprétation in view. Oh, non, on traite quand même des très petites parcelles, hein. Avec no-view, il faut avoir plusieurs pixels dans une parcelle, mais globalement, on est très peu limité avec ce capteur. Alors par exemple, sur des parcelles d'essai où il n'y a que 2 rangs, on va dire, ça commence à être limite. Mais on traite pas mal de parcelles en Bourgogne, par exemple. On a quand même des très petites parcelles et ça pose pas de souci. On arrive à avoir des cartes et des statistiques intéressantes avec ce capteur. Donc, après, du zonage, sur le zonage, par exemple, vu que c'est adapté aussi aux contraintes terrain, la taille des zones, si c'est des très petites parcelles, globalement, souvent, on n'a qu'une zone parce que ça n'a pas de sens de faire 7 zones, par exemple, dans une très, très petite parcelle au niveau action terrain. Voilà. Allez, on prend encore une question. Ne seriez-vous pas plus efficace en travaillant avec des drones plutôt qu'avec des satellites, nous demande Jacques. Alors, c'est différent. Là, il n'y a pas les mêmes avantages, inconvénients dans les deux techniques. Pour nous, l'intérêt du satellite, c'est d'avoir une vision objective simultanée de tout un tas de parcelles. L'idée, c'est qu'on va du coup mettre de côté tout un tas de biais qui peuvent se créer avec des acquisitions en drone ou en avion. Sur des grands parcellaires, un satellite peut, en une seule acquisition, analyser tout un tas de parcelles, un grand nombre de parcelles. Avec un avion et encore plus avec un drone, ça va se faire en plusieurs passages et donc dans des conditions d'éclairage qui vont être différentes, ou dans des conditions atmosphériques qui vont être différentes. Et donc, du coup, on va avoir des biais forts qui vont apparaître. Donc ça, c'est une première réponse. Je ne sais pas si Sylvie, tu veux compléter sur cet aspect-là par rapport au drone. L'avantage des drones, c'est qu'on peut descendre un peu plus loin dans le niveau de résolution. Oui, ce qui est un avantage et aussi un inconvénient parfois. Comme tu l'as dit, on est obligé de faire des mosaïques d'images, ce qui fait que les corrections atmosphériques, etc., sont un peu plus compliquées et sujettes à erreur. Nous, on privilégie, c'est ça, une vue d'ensemble de la totalité des parcelles ou la quasi-totalité des parcelles au même moment. Et c'est comme ça qu'on a construit le service. Alors, on ne s'interdit pas, on travaille avec les drones, hein, on n'est pas fermé, on a fait pas mal, quelques études de R&D, notamment sur la détection du coup de choses un peu plus fines, la détection de maladies, de stress, etc.
Bon, pour l'instant, on croit en ce service ENOVIEW et on a des retours quand même qui nous font y croire. Voilà. Dire que ça a du sens de travailler avec du satellite, même si on n'a pas le niveau de précision, effectivement, qu'on peut avoir avec du drone. Ouais, et puis pour finir sur ce sujet-là, au tout début, en 2006-2007, je crois que 2006, on travaillait avec des avions et du NDVI. Et on a vite basculé sur le satellite et le F-Cover. Et c'était pas pour rien, hein, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau robustesse, c'était bien plus intéressant, bien plus fiable. Et on pouvait comparer des données entre des parcelles éloignées, même d'une année à une autre. Voilà. Alors c'était beaucoup plus compliqué avec du NDVI et du mosaïquage en avion ou en drone. Et puis une petite question budget, tiens, et après on arrête les questions, on va passer aux nouveautés parce qu'on va vraiment exploser le timing. Donc budget, alors ça dépend de la superficie envisagée. Si on est sur un service plutôt dédié à la fertilisation, on va être autour de 25 € hectare dans ces eaux-là. Et puis autour de 30-40 € en fonction du service choisi pour la récolte. Voilà, en gros. Mais c'est très fonction de la superficie et du conseil associé. La dernière partie, avant qu'il soit midi, il reste 4 minutes. Alors, je repasse la parole à Sylvie. Ah oui, et la présentation aussi. Hop, voilà. Et je m'éclipse. On t'entend pas, Sylvie? Merci. Le coup classique du micro coupé. Je disais qu'on a un nouveau service là, tout nouvellement opérationnel, qui permet de faire du suivi temporel de la vigueur et de l'hétérogénéité de la vigne. Là, le service qu'on vient de vous présenter, c'est quelque chose à une date donnée avec un capteur très bien résolu. Là, vous allez voir que c'est un petit peu autre chose, bien que la base soit la même, puisqu'on parle toujours de vigueur et d'hétérogénéité des parcelles. Du coup, ça, je l'ai déjà dit. Alors, un mot, on utilise cette fois un autre type d'image, c'est de l'imagerie Sentinel-2, de l'imagerie optique. Il y a 2 satellites en orbite, hein, Sentinel-2A et 2B. C'est d'un programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Avec ces 2 satellites, ils visent à fournir l'Europe d'une capacité opérationnelle et autonome d'observation de la Terre. Il y a un large éventail d'applications avec ces images et notamment un fort intérêt pour observer, caractériser et suivre la végétation, grâce à une résolution spatiale, spectrale et temporelle très, très intéressante. 2 mots sur cette résolution spatiale. Ici, à gauche, vous voyez un exemple d'image prise par le satellite SPOT dont on se sert avec le ENOVIEW historique dont on vient de vous parler. Ici, c'est l'exemple sur la même parcelle d'image Sentinelle. Donc, on est moins bien résolu, mais ça reste quand même intéressant. Alors là, peut-être qu'on sera un peu plus limité au niveau taille de parcelle, c'est sûr, mais ça reste quand même très intéressant, cette résolution de 10 mètres au sol. On a aussi une résolution temporelle très, très intéressante avec une capacité de revisite de 5 jours. Évidemment, comme c'est un capteur optique, ça dépend des conditions nuageuses. Et puis, je passe très vite, peut-être pour ceux qui connaissent un peu, on a une résolution spectrale, c'est-à-dire un nombre de bandes qui est plus important qu'avec Spot. Donc, on peut avoir accès à beaucoup plus de paramètres intéressants pour caractériser ce qui se passe sur la végétation. Donc, notre nouveau service, c'est une plateforme web. Donc, c'est assez différent de ce qu'on vous a présenté précédemment, qui permet tout au long de la saison d'intérêt de visualiser tout d'abord la vigueur de toutes les parcelles,
Là, on voit ici une carte de F-cover, donc de vigueur sur un ensemble de parcelles. Ça permet aussi de façon automatique, du coup, de mettre en avant les indicateurs de vigueur et d'hétérogénéité à chaque date et pour chaque parcelle là aussi, où on fait un classement des parcelles en fonction de leur niveau de vigueur et d'hétérogénéité. Et puis, on a aussi un indicateur développé spécifiquement pour les plantiers, après une phase de recherche et développement effectuée avec l'ICV, où là, la problématique principale, c'est de mettre en avant l'enherbement. Pour chaque parcelle, on peut rentrer dans ce qui se passe vraiment pour une parcelle donnée. On peut observer l'évolution temporelle de la vigueur, ici vous voyez ce graphique, et on peut la comparer aux autres parcelles étudiées. On a la possibilité de comparer les évolutions temporelles sur 2 années différentes si on a abonné les parcelles à au moins 2 années. C'est possible pour 3 années, etc. On a la possibilité aussi de visualiser les hétérogénéités de chaque parcelle. Voilà, pour passer assez rapidement. Et évidemment, on peut télécharger les résultats à des formats, à divers formats. L'application TerraView dont vous a parlé Jérôme marche aussi pour ce service. On peut visualiser ces cartes sur le terrain. Et enfin, allez, je prends 30 secondes pour vous parler. Sylvie, ça va, hein, on n'est pas. Ouais, mais il est déjà midi, je vois. Donc, d'un autre service là qui est en phase préopérationnelle encore, qui permettra de faire du suivi temporel du statut hydrique. Ce service, c'est la concrétisation de travaux de recherche et développement menés depuis plusieurs années maintenant avec l'ICV, avec notamment une thèse CIFRE qui est en cours, encadrée par Terranis, l'école d'ingénieurs de Purpan, partenariat ICV et syndicat du Minervois. Donc cette thèse, bien sûr, elle a coordonné des actions de terrain, prise de mesures, terrain, beaucoup. On a une belle base de données avec lesquelles on a croisé des images Sentinelle-2, là encore. Et puis, on a réussi à construire un modèle qui permet d'estimer le statut hydrique de la vigne à partir de ces images. Donc, c'est un service en phase préopérationnelle cette année. Et ça pourrait ressembler à ça, ça ressemblera à ça, c'est en cours de développement, où on peut, sur des parcelles d'intérêt, faire des cartes de statut hydrique en mettant en avant des parcelles qui sont en confort hydrique et d'autres potentiellement en stress. Voilà. Et là, comme le permet l'imagerie Sentinelle, aussi tout le long de la saison de végétation. Et on peut aller jusqu'à l'interprétation en fonction du produit voulu, du type de vin voulu. Ça, c'est évidemment en partenariat avec l'ICV qui a cette compétence-là, de dire pour telle gamme de vin, là, il y a un risque de stress où on est en confort hydrique, voilà, par exemple. Donc, voilà, c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On passe très rapidement parce que ce n'était pas le sujet du webinaire, mais je pense qu'on organisera, Jérôme, ça vaudra le coup, peut-être un webinaire spécifique pour rentrer un peu plus dans le détail. C'est ça. Je pense d'ici un mois, il y a de fortes chances qu'on vous propose un autre webinaire, mais axé vraiment, comme disait Sylvie, que sur ces nouveautés et toutes les possibilités que nous offrent les images Sentinelle. Voilà, c'est à mon avis, il y aura la matière largement pour refaire un webinaire. Alors, je reprends la main et en même temps, je vais répondre à une question qui est sortie. Alors, par contre, alors, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, il y a un Jacques qui me dit, serait-il possible d'avoir vos mails? Et après, il nous dit, sinon un apéro. Ouais, pourquoi pas un apéro? Mais bon, c'est pas trop la mode en ce moment, les apéros, malheureusement. Alors, voilà. Donc, j'ai mis les mails, nos mails respectifs, Jacques. Voilà, vous pouvez les noter. C'est bien ça, Sylvie? C'est Sylvie Point du Toit, hein? Je ne me suis pas trompé? Oui, c'est ça. Tout à Allez, fait. ok. Y a-t-il d'autres questions?
A priori, non, vous avez vu que c'est l'heure de l'apéro. Jacques a dû partir déjà. Ok. Bon, bah, j'espère que cette petite session webinaire Reneview vous a plu. On n'a pas trop débordé. 12h05, c'est bien, Sylvie. Hein. Vous pouvez être fiers de nous. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Je vous laisse le temps de noter les mails éventuellement. Ou sinon, plus simple, hein, eneview@terranis.fr ou @icv.fr et on aura vos questions sans problème. Voilà, merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.